professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Je suis également vice-doyenne. Shana Chafaï-Parent et moi-même sommes co-autrices d'un article à la Revue générale de droit qui traite de la primauté de l'efficacité dans la justice et particulièrement dans un contexte de crise. Les mesures technologiques sont probablement celles qui ont été le plus sollicitées en période de COVID. On a vu un transfert de plusieurs actions qu'on était habitués de faire en personne sur une interface technologique. Donc, par exemple, les auditions à distance, témoignages à distance, la gestion de la preuve via un système électronique pour la recueillir. Dans le cadre de notre recherche, ce qui nous a plutôt intéressés, c'est dans l'optique de l'après-COVID, comment est-ce qu'on peut exploiter les avantages des technologies qui dépassent le simple transfert sur une interface technologique. Nous étions intéressés à travailler la notion d'efficacité parce qu'elle allait permettre de comprendre comment mieux affronter l'après-COVID. Plus particulièrement, ça s'est traduit d'abord par une revue de la littérature sur la notion d'efficacité dans le domaine judiciaire. On peut résumer que le principal problème, c'est de trouver un équilibre entre efficacité, équité et qualité de la justice. Et donc, notre recension, donc la deuxième étape de notre travail, ça a été de voir des bonnes pratiques qui respectaient un équilibre intéressant entre ces trois principes ou ces trois dimensions-là. Quand on pense à la procédure, quand on pense au droit judiciaire, la façon dont le droit judiciaire permet d'organiser l'activité judiciaire, il y a à la fois les droits fondamentaux des citoyens que l'on doit protéger. Et il y a ensuite toutes les considérations d'efficacité, d'efficience, d'accès à la justice, donc des considérations davantage publiques, là, si on veut, accès à la justice publique. Et après ça, il faut balancer tout ça de façon à faire fonctionner le système de justice et de façon à permettre à tous et chacun d'accéder au système de justice. Donc, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour structurer un système qui fonctionne pour permettre un accès à tous les citoyens. Il y a toutes sortes de principes qui doivent continuer à être protégés malgré le virage technologique. Et là, la question, c'est de savoir, quand on fait une audience technologique ou une audience virtuelle, est-ce que c'est simplement un miroir de ce que ce serait cette audience physique? Donc, on s'est concentré sur l'Amérique du Nord, principalement Canada, États-Unis, pour aller chercher certaines pratiques représentatives de la notion d'efficacité. Et par la suite, on a réussi à classer ces pratiques selon trois catégories, donc les mesures de gestion, les mesures technologiques et les mesures reliées au mode privé de prévention et de règlement des différends dans un contexte judiciaire exclusivement. En termes de mesures de gestion, un des exemples de bonnes pratiques très intéressants qu'on a trouvé est la gestion différenciée du flux d'instances, qu'on appelle souvent en anglais Differentiated Case Management. Les state courts américaines sont des grandes utilisatrices de la gestion différenciée d'instances. C'est une méthode où, au lieu de mettre la gestion des délais de l'instance dans les mains des parties, comme on est habitué ici d'ailleurs, la gestion du flux de l'instance sera totalement sous le contrôle du tribunal. Comment ça fonctionne en pratique? Chaque nouveau dossier qui est introduit devant les tribunaux qui pratiquent la gestion d'instances différenciées va être trié dans différentes routes procédurales, si on veut. Ces routes-là sont déterminées par différents critères, là. Par exemple, le nombre de parties, la complexité du dossier, s'il y a des expertises. Il y a une quinzaine de critères là, qui peuvent être choisis par les tribunaux. Les dossiers vont évoluer avec l'aide de rappels et de demandes d'informations automatisées. Donc, à l'arrivée de différentes étapes procédurales clés, les parties recevront des messages automatisés et devront rendre des comptes à un système de plumitif qui est assez avancé technologiquement.
Et on pourra, lorsqu'il y a problème ou lorsqu'il y a des délais qui ne conviennent pas par rapport aux cibles qui ont été fixées, demander l'intervention d'un juge pour aider les parties à progresser. Donc, ce système de gestion différenciée, bien, il est très avantageux parce qu'il permet aux tribunaux d'améliorer leur performance, évidemment, puisque les tribunaux vont pouvoir avoir des cibles, tenter de les atteindre, mais également identifier pourquoi, lorsqu'elles n'arrivent pas à atteindre leur cible de performance, c'était quoi les problèmes qui se sont amenés, puis comment s'améliorer par rapport à ces problèmes-là. Pour les endroits qui ont commencé à utiliser ce type de gestion de l'instance, on voit des résultats qui ont compensé à travers le temps largement les investissements qui ont été faits. Un bon exemple de mode privé de règlement des différends, où d'ailleurs on voit un recoupement avec un moyen technologique, eh bien c'est le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique, le CRT. C'est le premier tribunal entièrement en ligne au Canada et ça a été un grand succès puisqu'on en parle un peu partout à travers le monde comme étant un exemple, un modèle de règlement des conflits axés sur le justiciable. Le CRT est un tribunal inspiré de ce qu'on appelle le modèle à porte multiple. Le justiciable va s'inscrire sur la plateforme avec son problème en tête et on lui présentera ce qu'ils appellent le Solution Finder, un outil technologique pour trouver des solutions. Donc, par exemple, on va lui poser différentes questions et ça va l'amener sur diverses solutions. On va lui demander s'il a mis en demeure la partie adverse. Et si ça n'a pas été le cas, on va lui proposer des modèles de mise en demeure. On va lui demander s'il aimerait négocier. Et si oui, on va lui proposer une plateforme de négociation en ligne 24 heures sur 24 qui va lui permettre de faire des offres contre offres. L'étape suivante, ça va être de lui proposer une médiation en ligne avec un facilitateur. Cette médiation-là, bien, en plus, elle est proposée entièrement en ligne, mais également à l'extérieur des heures normales d'affaires. Donc, les gens qui ont une vie normale, qui ont un travail, qui rentrent à la maison, qui ont des enfants, bien, ils peuvent régler leurs problèmes après que les enfants soient couchés. Puis ça facilite beaucoup pour monsieur et madame tout le monde l'accès à la justice. Par la suite, si toutes ces solutions-là n'ont pas fonctionné, le CRT permettra à la demanderesse de déposer formellement une action et d'avoir accès à un procès entièrement en ligne avec un juge physique qui sera présent et il y aura une décision qui sera rendue. Donc, le CRT a été un succès depuis ses débuts. Les statistiques parlent par elles-mêmes. Au courant d'une année, sur 55 000 personnes qui ont entré dans le processus du CRT, une grande portion d'entre eux ont pu régler leurs problèmes autrement que par l'imposition d'une décision judiciaire. Ces solutions-là, en général, elles coûtent cher, puis elles nécessitent un changement de culture. Donc, en l'espèce, le CRT, bien, ça a été un investissement important du gouvernement de la Colombie-Britannique avec une incertitude par rapport au fonctionnement de la plateforme. En l'espèce, ça a été un succès. La pandémie, certainement, va amener un changement durable. Notre conception, finalement, de comment fonctionne un tribunal doit continuer d'évoluer. De même que les notions de justice fondamentale, qui encore là doivent être revues à la lueur des nouveaux rituels pandémiques et post-pandémiques, des nouvelles valeurs qui nous ont changé et peut-être aussi notre compréhension et notre conception de l'accès à la justice et de comment faciliter l'accès à la justice.